Février 1970, dans le port de Cadix. Un ferry quitte les côtes andalouses en direction des îles Canaries. Sur le pont, une famille allemande observe l'horizon atlantique. Le père et le fils regardent au loin avec satisfaction. La mère et ses 3 filles gardent le silence, blottis dans un coin. Dans leurs affaires, l'orgue portatif attend de résonner sous un nouveau ciel. Pour Harald Alexander, cette traversée n'est pas un exil, c'est une libération. Sa famille, l'élu, va enfin pouvoir vivre selon les préceptes de la société Lorber, loin des persécutions du monde impur. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'aux Canaries, leurs démons intérieurs n'auront pas de frontières. Je suis Camille de Breuil et je vous raconte aujourd'hui les crimes oubliés de la famille Alexander. Santa Cruz de Tenerife, février 1970. Quand les Alexander débarquent dans la capitale de l'île, ils découvrent une ville en pleine transformation. L'Espagne de Franco mise tout sur le développement touristique des Canaries et franchement, il n'y a pas à dire, ça se voit. Où que l'on regarde, on se retrouve face à des chantiers, des hôtels qui poussent comme des champignons et des infrastructures qui se modernisent à vitesse grand V. Pour une famille allemande fortunée, l'accueil est royal. Pas de questions embarrassantes, des procédures administratives simplifiées à l'extrême, un sourire commercial permanent et les devises étrangères sont plus que les bienvenues. Les Allemands représentent une clientèle de premier choix. Harald a visé juste. Aux Canaries, on ne pose pas vraiment de questions aux familles qui paient comptant et en gros billets. Les Alexander s'installent au 37 rue Jésus de Nazareth, un appartement de 4 pièces dans un quartier résidentiel tranquille, en plein centre-ville. C'est spacieux, assez lumineux et à seulement 20 minutes à pied de la plage. Pour des observateurs extérieurs, on dirait une famille d'expatriés allemands tout à fait classique, venus profiter du climat subtropical et de la douceur de vivre canarienne. Les voisins trouvent même cette famille plutôt sympathique de prime abord. Mais Harald ne s'arrête pas là. Avec l'argent de l'héritage de Dagmar, toujours ce fameux héritage dont personne ne connaît l'origine, il achète aussi une propriété à Los Cristianos dans le sud de l'île. Un terrain qui vaut, accrochez-vous bien, 3 millions de pesetas. Une somme vraiment astronomique pour l'époque où il y avait en plus une très forte inflation qui équivaut en 2025, à la louche, à environ 840 000 euros. Comment un simple maçon de Hambourg peut-il se permettre de tels investissements ? Le mystère persiste. Les enquêteurs ne trouveront jamais d'explication satisfaisante à cette aisance financière qui me pose encore moi-même question aujourd'hui. À part un gros pécule du côté de sa femme, rien n'est venu étancher ma curiosité à ce sujet. Dans leur nouvel appartement, les Alexander recréent rapidement leur univers sectaire. L'orgue trône dans le salon, entouré des portraits du cœur tendre, cette étrange image du Christ pointant son cœur que j'ai essayé de retrouver sur internet et que j'ai finalement dégoté dans un article de journal espagnol datant de 1970. Je vous la glisse dans la description de cet épisode si vous voulez la voir. D'ailleurs, à propos de cette image, il s'agirait plutôt d'une vraie photo d'un des maîtres de la société Lorber plutôt qu'une vraie représentation du Christ. Les livres de Jacob Lorber s'alignent sur les étagères de la bibliothèque et les rituels incestueux reprennent comme si de rien n'était. Chaque matin, Harald joue de l'orgue et la famille chante des psaumes. Chaque soir, lecture et prière collective. Frank, maintenant âgé de 16 ans, continue d'exercer son autorité de prophète sur sa mère et ses sœurs. L'inceste fait partie du quotidien, présenté comme un acte de purification spirituelle. C'est atroce, mais c'est devenu leur normalité à eux. Les sœurs n'ont même jamais vécu autrement, elles ne connaissent rien d'autre. Mais il y a une nouveauté importante et assez paradoxale quand on y réfléchit. Pour maintenir les apparences et financer leur train de vie, les enfants doivent travailler à l'extérieur. C'est fascinant, vous trouvez pas ? D'un côté, Harald prêche l'isolation totale du monde impur, de l'autre, il envoie ses enfants au contact quotidien de ce même monde pour apporter de l'argent à la maison. Cette contradiction ne semble déranger personne dans la famille, ou alors personne n'ose la pointer du doigt.
Personnellement, j'ai trouvé ça très perturbant parce que si je me mets à la place du père, j'imagine que je verrais l'extérieur comme une menace constante de voir un jour mes préceptes et mes règles détournés par un œil extérieur venu tout remettre en question. Mais bon. Frank trouve un emploi de livreur. Un travail irrégulier mais qui lui permet de garder des horaires flexibles et de ne pas trop s'exposer socialement. Marina est apprentie infirmière et Petra, quant à elle, devient femme de ménage chez des familles bourgeoises de Santa Cruz. Des emplois discrets où on ne pose pas trop de questions. Quant à Sabine, la jumelle de Petra, elle décroche le job le plus stable et le mieux payé, employée de maison chez le docteur Walter Trenkel. Ce Walter est un médecin allemand installé aux Canaries depuis plusieurs années. C'est un homme respecté, parfaitement intégré dans la communauté expatriée allemande de l'île. Quand il embauche Sabine, il voit une adolescente polie, travailleuse, un peu timide mais terriblement efficace. Elle cuisine, s'occupe du ménage, aide avec les enfants du couple. En bref, elle se rend indispensable dans cette maison. Ce que le docteur Trenkel ne sait pas encore, évidemment, c'est qu'il devient malgré lui un acteur central du drame à venir. Sabine n'est pas seulement son employée, elle va devenir son cas le plus troublant. Vous vous souvenez, Frank bégayait depuis que son père lui attachait la main gauche. Eh bien, c'est le docteur Trenkel qui va tenter de le soigner avec des injections qui diminuent effectivement son trouble de la parole. Harald amène même ensuite son fils suivre des cours de yoga et de respiration avec un professeur allemand. Décidément, pour une famille censée fuir le monde impur, les Alexander accumulent les contacts extérieurs depuis leur arrivée à Tenerife. Mais toujours avec des ressortissants allemands, vous avez remarqué. Dans le quartier, les nouveaux arrivants font plutôt bonne impression. Harald salue poliment quand on le croise, Dagmar sourit discrètement, les enfants se montrent respectueux, des voisins modèles. Mais il y a quand même quelque chose qui intrigue un peu les autres. Cette musique d'orgue qui résonne à toute heure du jour et de la nuit, on en a un peu marre. Des chants religieux qui s'échappent de l'appartement, parfois pendant des heures d'affilée. Les voisins se disent que ces Allemands doivent être particulièrement pieux. Mais après tout, dans l'Espagne catholique de Franco, la dévotion religieuse est plutôt bien vue, voire encouragée. Donc c'est un peu dérangeant, mais on ne s'inquiète pas outre mesure. Ce qu'ils ne savent pas, c'est ce qui se cache réellement derrière ces séances musicales. Harald accompagne à l'orgue des rituels de plus en plus délirants. Frank dirige des cérémonies de purification qui mélangent prière et abus sexuels. L'appartement résonne de psaumes pendant que se déroulent les pires déviances. Le contraste entre l'ambiance sonore religieuse et ce qui se passe concrètement, vous en conviendrez, est assez saisissant. Les commerçants du quartier apprennent vite à connaître la famille Alexander. Frank fait les courses principales, toujours seul ou accompagné d'une de ses sœurs. Les épiciers et les bouchers le décrivent comme un jeune homme poli, mais bizarrement distant. Il effectue ses achats de manière très mécanique, évite absolument tout contact visuel prolongé et ne répond que par monosyllabes aux tentatives de conversation amicale. Marina, Petra et Dagmar sont encore plus effacées, si c'est possible. Elles se déplacent souvent ensemble, en groupe compact, évitant soigneusement les conversations avec les commerçants ou les autres clients. Quand quelqu'un leur adresse la parole, ne serait-ce que pour un bonjour poli, elles semblent presque apeurées. En même temps, à chaque fois qu'un homme leur adresse la parole dans l'appartement, c'est pour abuser d'elle, donc je peux comprendre. Seule Sabine montre quelques signes d'adaptation sociale normale grâce à son travail chez le docteur Trenkel. Mais même elle conserve cette attitude réservée qui intrigue son entourage professionnel. Le médecin la trouve aussi étrangement mature pour son âge, comme si elle portait sur ses épaules un fardeau qui n'était pas le sien. Comment une famille peut-elle maintenir une apparence de respectabilité sociale tout en développant des dynamiques internes si pathologiques ? C'est exactement ce qui rend la détection de ces dérives si difficile pour les autorités et les services sociaux. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour en parler, vous et moi. Au fil des mois, l'emprise de Frank sur sa famille se renforce dangereusement. Le prophète de 16 ans devient de plus en plus tyrannique, de plus en plus exigeant avec sa mère et ses sœurs. Il impose de nouveaux rituels, de nouvelles règles, de nouvelles humiliations quotidiennes. Sa mégalomanie atteint des sommets vraiment inquiétants. Harald, de son côté, se consacre entièrement à l'encadrement spirituel de sa famille. Il ne cherche plus de travail régulier comme maçon depuis un bon moment. Pourquoi faire d'ailleurs ? L'héritage de Dagmar et les salaires des enfants suffisent largement à maintenir leur train de vie.
Cette inactivité professionnelle lui permet de surveiller en permanence sa famille, de contrôler chaque geste, chaque sortie, chaque interaction avec le monde extérieur. L'isolement sectaire devient bientôt total. Franck est persuadé d'être l'envoyé de Dieu qui n'existe que chez eux, et les filles sont complètement soumises. Mais durant l'année 1970, au cœur de l'appartement de Santa Cruz, les femmes de la famille, justement, commencent à montrer des signes de stress psychologique intense. Marina développe des troubles anxieux visibles par tous, et donc par le peu de personnes extérieures qu'elle croise. Petra semble de plus en plus fragile mentalement, avec une santé physique altérée par la claustration familiale permanente. Son système immunitaire semble lâcher l'affaire. Même Dagmar, la soumise épouse, qui n'a jamais rien dit, commence visiblement à craquer de temps en temps. Et puis, il y a ce détail un peu troublant que révéleront les enquêteurs plus tard. 3 jours avant sa mort, Dagmar appelle le docteur Trenkel pour lui demander de l'aide. Cette bonne connaissance de la famille, leur médecin, l'employeur de sa fille, que lui dit-elle exactement ? Et pourquoi la réponse en face n'a pas été immédiate ? J'imagine qu'elle a dû minimiser la situation. Mais cette femme qui n'a jamais manifesté la moindre résistance à l'autorité absolue de son mari ressent soudain le besoin de tendre la main vers l'extérieur. Mais c'est trop tard. Beaucoup, beaucoup trop tard. Au cours de l'automne 1970, Franck franchit un nouveau palier dans la folie pure. Il se met à parler constamment de signaux divins, de visions qui lui commandent d'agir pour purifier sa famille. Il scrute d'une manière obsessionnelle les visages de sa mère et de ses sœurs pour y chercher des signes de possession démoniaque ou de corruption spirituelle. Son délire mystique atteint de telles proportions qu'il devient petit à petit incontrôlable. Harald, complètement fasciné par les révélations de son fils le prophète, encourage ses bouffées délirantes. Pour lui, Franck reçoit directement les commandements de Dieu par l'intermédiaire de Jacob Lorber et de Gorgrille. Quoi qu'il ordonne, il faut obéir, sans discussion. Je n'ai trouvé aucune notion de violence de la part de Harald si jamais les commandements de son fils n'étaient pas suivis en revanche. L'appartement se transforme petit à petit en temple de la démence. Les portraits du cœur tendre, comme l'appellent les Alexander, se multiplient sur les murs, sur les lits, sur les tables de nuit, dans tous les recoins. Cette image obsédante d'un Christ nu pointant son cœur va bientôt prendre une signification terrifiante. Le 16 décembre 1970, comme tous les autres jours depuis 10 mois, Sabine se prépare à partir chez le docteur Trenkel pour son travail. Elle ne sait pas encore qu'elle ne reverra jamais sa mère et ses sœurs vivantes. Elle n'imagine pas que ce mercredi apparemment ordinaire va basculer dans l'horreur absolue. Dans l'appartement, l'ambiance est électrique depuis le matin. Franck observe les membres de sa famille avec une intensité troublante. Il annonce qu'il a reçu une nouvelle vision pendant la nuit, une révélation qui va tout changer. 17h, Sabine est partie au manoir des Trenkel, Dagmar, Marina et Petra vaquent à leurs occupations domestiques habituelles à l'appartement, Harald accorde son orgue dans le salon, l'atmosphère est étrangement calme, presque recueillie. Soudain, Franck se lève, il regarde sa mère, Dagmar, fixement et déclare d'une voix blanche qu'il vient de recevoir le signal divin tant attendu. Elle aurait, selon lui, je cite, un regard démoniaque, froid comme la glace et un sourire sarcastique sur les lèvres. Le jeune homme de 16 ans n'attend pas, persuadé que le diable en personne s'est emparé de sa mère. Il saisit une barre en bois qui traînait dans l'appartement. Harald comprend immédiatement ce qui va se passer. Sans un mot, comme un soldat qui a attendu de vivre cette scène toute sa vie, il se dirige vers son orgue portatif et commence à jouer des psaumes. Plus tard, il dira simplement aux enquêteurs avec un calme terrifiant « C'était l'heure de tuer ». Cette séquence m'a fait peur rien qu'en la lisant en espagnol dans des journaux obscurs, donc accrochez-vous à vos écouteurs. Ce qui se passe ensuite défie l'entendement humain. Franck frappe donc sa mère à la tête avec une barre en bois jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Dagmar ne résiste pas une seconde. Elle s'allonge sur le lit, elle ne crie pas et ne fuit pas non plus. Elle est comme résignée à son sort d'esclave sacrée au service du prophète. Marina et Petra s'approchent de l'orgue, mais s'attendent à subir le même sort quelques minutes plus tard. Aucune ne tente de s'échapper. Aucune ne se défend. Elles ont tellement intériorisé leur statut d'objet à la disposition de Franck qu'elles acceptent leur mise à mort comme du bétail.
Comme Frank n'a pas assez de force après les avoir frappés, il récupère dans la penderie un cintre pour les lacérer. J'ignore si ce massacre a été prémédité, si Frank les avait prévenus que ce serait le jour de leur mort ou non, mais aucune d'elles n'a lutté, pas une seule seconde. Pendant tout le massacre, Harald joue de l'orgue et chante des psaumes de plus en plus forts, accompagnant musicalement l'œuvre de purification de son fils chéri. Cette bande-son religieuse qui accompagne le triple assassinat est d'une perversité absolue. Mais ce n'est pas fini. Après les avoir tués, Frank procède aux mutilations rituelles. Il arrache les cœurs des 3 victimes, ces fameux cœurs tendres qui seraient l'emblème de leur secte familiale. Il paraît que la découpe du cœur sur la poitrine était parfaite, très précise. Ensuite, parce que, pourquoi s'arrêter là en si bon chemin, il sectionne les organes génitaux et les seins des 3 femmes avant de les clouer au mur de l'appartement selon une mise en scène macabre qui suit scrupuleusement leur symbolique. Une fois leur œuvre sacrée accomplie, Harald et Frank détruisent leur passeport dans ce qu'ils appellent le maelstrom de la violence, cette spirale de violence purificatrice. Le soir venu, ils décident de partir pour le sud de l'île, dans leur propriété de Los Cristianos, préparant sereinement leur fuite vers l'Allemagne. Car c'est ça leur plan, partir. Ah bah ils ont beau être divins et pour eux avoir fait le bien en cet après-midi de décembre, une petite voix leur susurre quand même qu'il vaut mieux ne pas traîner à Santa Cruz trop longtemps. Mais leur fanatisme va les perdre. Harald et Frank vont commettre une erreur fatale. Au lieu de disparaître discrètement dans la nature, ils vont revenir pour Sabine. Ils vont lui raconter ce qu'ils ont fait et surtout ils vont s'adresser au docteur Trenkel, cet homme respectable qui va devenir malgré lui le déclencheur de leur chute. L'affaire Alexander n'a pas fini de nous surprendre et ces zones d'ombre persistent encore aujourd'hui, plus de 50 ans après les faits. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et merci pour votre fidélité. Merci à tous ceux également qui soutiennent Crimes oubliés sur Patreon et qui me permettent de continuer à explorer ces affaires fascinantes. Rendez-vous vendredi prochain pour le 3e et dernier épisode de cette saison 25 de Crimes oubliés consacré à l'affaire Alexander.